Re-bienvenue au colloque 616, le numérique et les communautés linguistiques en milieu minoritaire. Je suis Lorraine O'Donnell de Questgren à l'Université Concordia. Le colloque a été organisé par l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et le réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise, Questgren. Vous êtes à la session intitulée La culture et le numérique, connaissance des publics et visibilité des artistes. Et pour vous rappeler le format de la session, il y aura 3 communications de 20 minutes chacune, suivies d'une période de questions. La durée de la session alors est de 1h30 jusqu'à 17h. La session sera enregistrée et toutes les personnes présentes doivent désactiver leur micro, sauf évidemment celui qui est présente. Alors, je commence avec la première présentatrice. La communication s'appelle « Études ethnographiques sur les festivals multiculturels du Canada, la francophonie et la musique du monde ». La conférencière est Michelle Thompson, candidate doctorale à l'Université Concordia au School of Indigenous and Canadian Studies. Pardon. Ses intérêts de recherche portent sur la représentation des artistes francophones dans l'industrie des festivals canadiens et sur le rôle promotionnel de Facebook dans la représentation sociale et la construction identitaire des communautés BIPOC, c'est-à-dire personnes autochtones, noires et de couleur, dans le monde virtuel. Elle examine aussi des sujets de recherche reliés aux langues officielles du Canada. Michelle? Oui, bonjour. Merci, Lorraine. Laisse-moi juste partager mon... donc, j'ai une présentation PowerPoint. Alors, je vais juste faire le screen share. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon étude ethnographique numérique sur les festivals de musique multiculturelle au Canada. Donc, c'est vraiment une étude qui regarde à la francophonie, mais à la marginalisation des musiciens du monde. Puis, je vais surtout passer du temps sur les résultats et la conclusion, mais je vais brièvement parler de mon cadre théorique aussi et un peu la littérature que j'ai utilisée. Donc, juste pour vous donner un peu plus de description sur l'ethnographie numérique, j'ai combiné une analyse de contenu de Facebook, les pages de Facebook de festivals et d'artistes avec des visites de terrain au festival. Je vais parler des festivals dans une minute. Mais le cadre théorique, c'est vraiment un cadre, c'est vraiment dans la sociologie et aussi la science de l'information. Donc, ça combine les deux domaines. Puis, je me suis aussi informée du champ des études de festivals et des études de l'identité collective. Donc, j'ai fait de l'analyse textuelle, visuelle et discursive. Et c'est vraiment un modèle pour comprendre la diffusion et la création d'informations en ligne et son impact sur la société. Donc, je pars du principe que le monde numérique fait partie du monde matériel, donc on ne peut pas étudier un sans étudier l'autre. Et on peut, mais moi non. Et ça redéfinit aussi les relations de pouvoir. Donc, les 5 festivals que j'ai regardés, c'est le Sunfest à London, en Ontario, Mondo Carnaval à la Ville du Québec, Mondial Montréal et les Nuits d'Afrique à Montréal et le Canada Day Celebration à Ottawa. Puis, ces festivals sont tous des festivals qui se promouvoient comme des événements multiculturels. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé les artistes francophones qui représentaient des communautés marginalisées racialement, et qui performait à ces 5 festivals pendant la saison de 2019. OK. Donc, le plus gros travail que j'ai fait pour me préparer pour cette conférence, c'est vraiment la traduction de mes termes. Alors, si jamais il y a un terme qui est mal traduit, je m'excuse d'avance. La plus grande littérature que j'ai regardée, c'était vraiment dans le domaine des études de festival. Puis les 4 points qui sont ressortis de cette littérature-là, c'est que numéro 1, les festivals construisent l'identité,
l'appartenance et les communautés. Ils peuvent résister aux stéréotypes, mais ils peuvent aussi les perpétuer. Ils transforment la culture et l'identité des personnes marginalisées en marchandises. Donc, on regarde la marchandisation de l'identité. Et puis, ils peuvent reproduire les dynamiques de pouvoir qui existent déjà dans la société. J'ai aussi regardé des études au niveau de la performance, puisque j'ai ressorti l'important, c'est que la performance peut être politique, elle peut encadrer, présenter, afficher de manière où elle démontre, où elle pointe à des enjeux importants. Et elle conteste les hiérarchies et les récits historiques qui sont dominants au niveau de la langue, l'ethnicité et les sexes. L'autre littérature que j'ai regardée, que je voulais utiliser, c'était le Critical Race Theory. Ce que je voulais faire vraiment, c'est regarder critiquement à la tendance au Canada de pratiquer l'interventionnalisme culturel. Parce que le Canada investit beaucoup d'argent dans la production culturelle, puis il fait ça vraiment pour la construction de l'identité du Canada. Une des choses que je voulais vraiment regarder, je voulais explorer l'histoire de l'esclavage, du racisme, de la suprématie blanche au Canada, et je voulais regarder comment ces choses ont contribué aux logiques coloniales et aussi à l'hégémonie culturelle au Canada. Par exemple, la présence de discrimination structurelle et les politiques qui contribuent à perpétuer le racisme et l'inégalité sociale. Maintenant, je n'ai pas fait une étude de politique. Je pense que ça serait une prochaine étape pour l'étude. Puis, dernier point, c'est je voulais vraiment considérer comment les mouvements de décolonisation ou les mouvements comme Black Lives Matter peuvent aborder et déstabiliser les dynamiques de pouvoir. Les autres théories que j'ai regardées, c'était les études de médias sociaux. Donc, il y a deux théories vraiment qui m'importent. C'est la théorie de Dana Boyd de réseau public, Network Public. Donc, moi, j'ai conceptualisé les festivals ou l'industrie festival comme un réseau public numérique. Puis, les médias sociaux soutiennent les communautés festivals une fois que l'événement est terminé. Donc, il y a des communautés en ligne qui sont reliées à ces festivals. Ensuite, le point que les médias, les corporations et les gouvernements contribuent au discours public à travers les médias sociaux. Puis, les réseaux numériques de festivals accommodent les relations ou la construction de connexions entre les musiciens, les membres de public, les contributeurs financiers et les organisateurs de festivals, donc les acteurs sociaux. L'autre théorie, c'est la théorie de la culture participative de Henry Jenkins. Les 3 points qui ressortent de cette littérature, c'est que les médias sociaux facilitent la participation en offrant un espace de discours et d'action politique. Les pratiques des médias numériques peuvent amplifier les voix des personnes marginalisées et les artistes de la musique participent à des discours par rapport à la musique, la culture et la justice sociale à travers la gestion de leur contenu numérique sur Facebook spécifiquement. J'ai seulement regardé Facebook. Donc, juste pour vous donner une petite description de c'est quoi les rôles des festivals de musique. Premièrement, c'est vraiment d'appuyer l'économie et le tourisme régional ou local. C'est de divertir. C'est aussi d'offrir un service de cohésion sociale à la communauté. Et dernièrement, c'est construire ou maintenir l'identité collective. Donc, je vais parler rapidement du terme musique du monde parce que c'est un terme qui est utilisé par la majorité des festivals et plusieurs des artistes. Le terme musique du monde, vraiment, c'est un terme qui a été développé dans les années 80 par l'industrie musicale. Puis, c'est vraiment une catégorie attrape-tout pour tout ce qui n'était pas occidental. Donc, ce que ça a fait vraiment, c'est rendre les musiques du monde plus génériques, plus digestibles pour un consommateur occidental. Puis, ça a aussi créé des barrières pour les artistes qui voulaient accéder à d'autres espaces de musique dans le courant dominant. Et ça se passe encore aujourd'hui, le terme est encore utilisé, mais ce que ça fait, c'est que ça reproduit la différence et ça crée une séparation pour les personnes marginalisées. Ça renforce aussi la dominance culturelle, le racisme et la discrimination. Donc, on a vu que les festivals prennent un rôle économique ou un rôle de commerce.
Mais qu'est-ce que ça donne quand on vend la diversité ou on vend le multiculturalisme? Donc, moi, j'ai remarqué 3 problèmes. Premièrement, les festivals vendent l'expérience de la musique, la nourriture et aussi les produits culturels. Le premier problème, c'est que parfois dans les pratiques de marketing, ces pratiques peuvent être nocives ou néfastes. Par exemple, si on utilise des mots comme exotique pour décrire les artistes ou la nourriture, ça crée une distance symbolique entre le nous et l'autre. Donc, c'est une forme d'exoticisme. L'autre problème, c'est que les consommateurs souvent ne comprennent pas toujours l'importance des produits culturels qu'ils sont en train de consommer ou même l'histoire des communautés marginalisées. Et le troisième problème, c'est que certains festivals et artistes approprient les cultures noires, les cultures africaines, les cultures autochtones pour un gain économique ou professionnel. Donc, c'est une forme d'exploitation. Je donne un exemple. Le groupe Slav qui a performé au Festival de jazz en 2018. C'est vraiment un exemple d'appropriation culturelle. Ce sont majoritairement des artistes blancs et aussi la production, le producteur était blanc, qui ont interprété des chansons d'esclaves du sud de l'Amérique, des États-Unis, pardon. Donc, le problème, c'est que c'est vraiment les artistes et les producteurs qui ont bénéficié de ces interprétations-là et non les descendants des esclaves. Donc, il y avait vraiment une exploitation de la culture. L'autre problème, c'est qu'il y a toujours le risque de mal interpréter les chansons ou les paroles ou les récits et de ne pas engager le public dans un dialogue qui informe au sujet de l'esclavage ou bien qui explique le symbolisme des paroles. Donc, je vais vous parler un peu de mes résultats. Ce que j'ai remarqué, c'est que à peu près tous les artistes de musique avaient besoin de faire une négociation de leurs identités qui s'exprimaient de différentes façons. Donc, j'ai utilisé 3 concepts pour comprendre et expliquer ces différentes identités-là. Le premier concept, c'est l'identité transnationale qui se construit à travers le transnationalisme ou le mouvement transfrontalier. Et ça implique des occupations ou des activités qui requièrent un contact social régulier dans une autre nation. Donc, il y a un attachement à la nation d'origine et il y a un attachement qui se forme à l'autre nation, celle où on travaille, où on vit. Donc, ce que Joseph Mensah décrit de l'identité transnationale, c'est que ça crée une zone entre-deux ou in-betweenness. Et puis, ça permet à la personne de négocier 2 espaces en même temps ou 2 identités en même temps. L'autre concept, c'est les identités hybrides. Je parle vraiment dans le Canada français, il y a eu des études qui se sont faites par rapport à l'identité hybride, mais ils se sont vraiment concentrés sur le biculturalisme et le bilinguisme. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je transpose l'idée, mais au lieu d'aller d'un concept binaire, je l'applique à des personnes qui s'expriment avec plusieurs langues, donc le multilinguisme et plusieurs cultures, multiculturalisme. Et ça me permet de reconnaître la fluidité des identités. L'autre point que je veux faire, c'est que ça peut être par rapport, une identité hybride peut être le résultat de migration ou peut être le résultat d'une position minoritaire dans la culture dominante ou même une expression de famille multiculturelle ou multilingue. Le troisième concept que moi, je trouve qui explique le mieux les identités des artistes qui partent en tournée, les musiciens, c'est l'identité en mouvement. J'utilise une théorie des études de danse le concept s'appelle Moving Identity. Donc, je l'appelle identité en mouvement, pardon. Puis, c'est vraiment quand une personne bouge fréquemment d'un endroit à l'autre et elle devient détériorialisée. Elle peut avoir plusieurs attachements à plusieurs places. Donc, ce n'est plus un concept d'une place à l'autre, mais c'est vraiment plusieurs places. Puis, elle peut développer une collection d'expériences uniques à elle. L'autre chose, pardon, le graphique est en anglais, mais je vais expliquer. L'autre chose que j'ai regardé, c'est la façon que le style de musique se décrit, soit par l'artiste lui-même ou elle-même,
ou par les autres. Quand je dis les autres, je parle des journalistes qui promouvoient la musique ou bien des festivals qui promouvoient la musique. Ce que j'ai trouvé, c'est que les festivals et les journalistes ont tendance à utiliser des mots comme world music, musique du monde, beaucoup plus souvent, tandis que les artistes, eux, ont tendance à utiliser des termes très spécifiques à ce qu'ils font. Donc, par exemple, le maloya, le cumbia, l'assiko, le compa, le gospel. Donc, c'est beaucoup plus spécifique comme description. Et puis, oui, je pense que ce que ça démontre aussi, parfois, les artistes vont utiliser world music, mais ils vont utiliser plusieurs façons de décrire leur musique. Puis moi, je vois ça comme une stratégie pour comme déstabiliser les labels ou les catégories. Donc, les artistes utilisent 3 stratégies pour négocier leur identité dans l'industrie de festival. La première, c'est l'alternance de code linguistique, le code switching. C'est vraiment une stratégie utilisée par les personnes multilingues qui consiste d'alterner d'une langue à l'autre. Normalement, c'est fait de façon parlée, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est sur Facebook, ça se faisait aussi, mais de façon écrite. Donc, je donne un exemple ici d'une artiste qui écrit en anglais et en portugais. C'est un outil pour négocier les contextes sociaux, mais aussi pour obtenir un pouvoir symbolique, donc pour accéder à différents espaces, pour parler à différents groupes. C'est une stratégie, comme le dit Bourdieu, c'est vraiment, si on utilise sa théorie de capital linguistique, une stratégie pour accéder aux opportunités de travail et créer des connexions qui mènent à la mobilité économique. L'autre stratégie, c'est ce que j'appelle la prise de parole. C'est un processus qui se passe sur scène. C'est de prendre la parole en avant d'un groupe de spectateurs et de façon vraiment réfléchie. Donc, c'est l'opportunité de transmettre un message qui informe, aussi qui peut amuser et qui porte aussi au changement social. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que les artistes ont parlé des choses comme l'égalité raciale, la décolonisation, l'égalité des sexes. Pendant leur performance, ils faisaient surtout entre les chansons, mais ça se faisait aussi par le choix des paroles de chansons parfois. Et la troisième stratégie, c'est le hashtag activism ou l'activisme mot dièse et la gestion du contenu comme discours politique. Donc, les mots dièses peuvent être utilisés dans des discours politiques quand ils sont liés à des mots ou des phrases qui revendiquent les enjeux politiques. Et ceci requiert vraiment une capacité d'utiliser la rhétorique, les discours narratifs avec compétence pour parler ou écrire d'une manière qui est reconnue, qui est retenue par son public. Quand je dis son public, je parle vraiment des communautés de Facebook, des artistes. Campbell appelle ça le rhetorical agency. Donc, je donne un exemple ici d'une artiste qui utilise le hashtag no sexism, hashtag no homophobia, hashtag no racism, etc. Elle le fait avec une image d'elle-même qui dit sur son T-shirt « Pourquoi être raciste, sexiste et homophobique ?» Donc, on peut voir qu'elle utilise le contenu, mais aussi le hashtag pour contribuer à un discours politique. Comme conclusion, les artistes de musique francophones marginalisés utilisent leur pouvoir d'action, leur agency, mais de façon créative, politique, mais aussi le narratif ou le rhétorique, en faisant leur choix. Donc, les choix des artistes représentent qui ils, elles sont, par exemple, l'identité musicale et l'influence musicale, leur identité culturelle et linguistique et l'identité du mouvement. Donc, j'ai parlé de plus bonne heure. Et aussi ce qu'ils veulent accomplir, par exemple, la mobilité économique, la prise de parole, l'activisme ou le changement social. Comme si on utilise comme exemple la rhétorique sur scène qu'ils utilisent, mais aussi sur Facebook. Et un autre exemple, ça serait la créativité dans leur production musicale, comme le remix. Je n'ai pas beaucoup parlé du remix, mais ça pourrait même être compté comme une 4e stratégie. Le remix, c'est vraiment de mélanger le traditionnel avec le contemporain dans un but d'accéder de nouveaux espaces de performance dans les courants dominants. C'est fait de façon numérique. Donc, 3 facteurs qui contribuent au racisme: nier le racisme et l'exclusion sociale,
la sous-représentation des personnes marginalisées dans les médias et dans la production culturelle et prendre une position contre le multiculturalisme. La culture participative des festivals prend place quand un artiste utilise les médias sociaux et utilise sa performance pour contrer les injustices sociales, la sous-représentation et les contraintes dans l'industrie. Et les festivals multiculturels ont tendance à être assez apolitiques et à être surtout centrés sur leur rôle économique. Donc, moi, je propose qu'ils pourraient faire plus pour créer un espace où il y a des dialogues et pour appuyer les interventions des mouvements d'antiracisme et de décolonisation. Et le dernier point que je veux faire, c'est que les mouvements de résistance francophones, eux aussi, doivent considérer les questions de marginalisation raciale et non seulement la question de marginalisation linguistique. Donc, devenir des alliés des mouvements contre le racisme et devenir des espaces plus inclusifs et plus sécures. Merci beaucoup, Michel. La deuxième présentation s'appelle « Connaître les publics de la culture par les données numériques, pratiques et perceptions dans la francophonie canadienne ». Alors, c'est Guillaume qui va présenter, mais cette présentation a été préparée par deux personnes. Alors, je vais lire les deux biographies. Guillaume Sirois est professeur adjoint au département de sociologie de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur diverses pratiques visuelles, notamment l'art, le design et l'architecture. Ses intérêts de recherche incluent également les politiques culturelles, la créativité et la culture numérique. Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques et ouvrages collectifs. Nathalie Cazes-Majeur est professeure-chercheur au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. Ses travaux portent sur le développement culturel, la mobilisation citoyenne et la culture numérique. Elle est co-directrice de l'Observatoire des médiations culturelles et co-directrice de l'ouvrage collectif qui s'appelle « Expérience critique de la médiation culturelle ». Guillaume? Merci beaucoup. Alors, je vais avoir un petit PowerPoint, mais je pense que je vais d'abord commencer une introduction avant d'être réduit à si petit dans l'écran. Alors, je vais d'abord remercier les organisateurs du colloque parce que ça nous donne l'opportunité à moi et à Nathalie virtuellement de présenter des travaux qu'on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de présenter, qui sont encore donc tout frais pour nous, et donc qui portent sur les données numériques. Donc, depuis quelques années, il y a vraiment un engouement dans les milieux culturels pour le numérique de manière large, hein, avec des incitatifs gouvernementaux qui ont été très, très importants, que ce soit au fédéral ou au provincial. Bon, je suis plus familier peut-être au Québec, mais il y a eu énormément de développement. Développement qui a d'abord porté sur la diffusion des œuvres, hein, comment est-ce qu'on peut faire pour diffuser numériquement nos œuvres. Et de là est né un intérêt de plus en plus fort pour les données numériques, hein. Quand on s'est rendu compte que finalement, chaque fois qu'on est en ligne, aujourd'hui même, hein, on produit des données numériques qu'on peut capter puis mieux connaître nos publics avec ça. Et donc, c'est à ça spécifiquement qu'on en est venu à s'intéresser. Ces données numériques-là, l'intérêt pour les données numériques a beaucoup été alimenté par deux types de discours, je dirais. Un premier discours technique, technologique, hein, qui nous laisse miroiter, en tout cas, de grandes possibilités. C'est-à-dire qu'on pourrait connaître de plus en plus les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, comment ils agissent, etc., grâce
s'intéresse aux technologies. Donc, premier discours centré sur la technologie. Puis un deuxième discours très managérial, hein, un discours qui est axé sur le marketing numérique. Une des expressions qu'on croise sans cesse quand on travaille sur ça, c'est intelligence d'affaires. Tout le monde nous parle d'intelligence d'affaires. Avec les données, on peut avoir une portée là, plus intelligente, en fait. C'est toute cette rhétorique autour de smart thing, hein? Tout est devenu smart. Alors, voilà. Donc, les données, je pense que cet engouement pour les données est aussi alimenté par, évidemment, les grandes plateformes, hein, qui servent un peu de modèle. Michel, tu viens de nous parler de Facebook. C'est un peu l'exemple premier qui vient, hein, puisque c'est souvent ce qu'on appelle des plateformes publicitaires qui donc captent les données pour pouvoir nous envoyer des publicités plus ciblées. Et donc, c'est ce rêve-là, quelque part, que les organisations artistiques et culturelles cherchent à mettre de l'avant. Dans les mots d'une des personnes qu'on a rencontrées pendant notre enquête, elle dit « Il faut trouver le bon spectacle pour le bon spectateur au bon moment ». Et ça, à quelque part, la formule encapsule ce rêve-là qu'on pourrait juste au bon moment, quand la personne désire aller voir de la danse, lui envoyer de la danse. Quand elle a envie d'aller voir du théâtre, on va lui envoyer du théâtre, bon, etc. Vous voyez un peu cette rhétorique-là. Donc, c'est une possibilité, c'est un discours qui suscite chez les professionnels de la culture, à la fois enthousiasme, mais aussi crainte, hein? On voit toutes ces possibilités dont je viens de parler, c'est-à-dire de travailler peut-être à une meilleure découvrabilité, autre terme qui a été sur toutes les lèvres, hein, de travailler à une meilleure découvrabilité de nos produits, de développer une relation peut-être plus fine avec notre public, hein, plutôt que d'avoir une idée générale de qui vient, de pouvoir avoir une offre qui va devenir individualisée par rapport à ces gens-là. Et la possibilité peut-être de travailler à une démocratisation de la culture plus large, hein, en rejoignant des gens qu'on ne rejoint pas. Mais c'est aussi donc les données, c'est aussi quelque chose qui crée beaucoup de craintes, des craintes qui ont été alimentées par un certain nombre de scandales dans les dernières années, hein. Le plus célèbre, peut-être, c'est le scandale de Cambridge Analytica, là, vous savez, aux États-Unis, où on aurait manipulé un peu les votes, ou enfin, on aurait influencé le vote avec les données. Donc ça a jeté un peu de l'ombre sur ces possibilités-là. Ensuite, il y a eu aussi toute une série de scandales financiers où les données personnelles des gens ont été mises au jour. Donc, les publics aussi sont de plus en plus craintifs par rapport à leurs données, hein. On est tous de plus en plus conscients de ça, qu'on laisse des traces, puis que, bon, les fameux vols d'identité. Et troisième crainte, je pense autour de la complexité de la mise en œuvre de ce type d'éléments-là. Une complexité qui est double, à mon avis, qui est d'une part technologique, hein, il faut apprendre à maîtriser toutes ces technologies. Anne, juste avant de commencer, tu disais c'est fou comme on s'y est tous mis, mais voilà, hein, il y a toujours cette crainte, est-ce que ça va marcher, etc., toujours un bug technique. Puis autre crainte, autre élément de complexité, c'est autour des données eux-mêmes, hein, avec toute la science des données, de la quantification là, qui peuvent être très complexes. Puis quand on est chercheur en sciences sociales, on rencontre toujours des nouvelles idées, des nouveaux mots qu'on ne sait pas exactement ce que ça donne.
Alors voilà, on travaille là-dessus avec Nathalie et moi, aussi avec Guy Bellavance depuis quelques années. Et puis donc, on a voulu un peu creuser cette piste-là euh, des craintes, des possibilités, etc. Et puis, donc, on avait un peu l'impression de toujours parler aux convertis, hein. C'est-à-dire que dans les milieux culturels, il y a d'une part ceux qui sont très enthousiastes par rapport à ça, puis il y a ceux qui sont plus ou moins enthousiastes, voire pas du tout enthousiastes, hein. Il y a même certains qui sont très rébarbatifs à ça. Et donc, l'enquête dont je vais vous parler aujourd'hui, ça visait un petit peu à ça, à mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe réellement dans les milieux culturels. Et donc, je partage mon écran. J'étais là, ici. Donc, ça va? Vous voyez bien l'écran, oui. Donc, voilà, moi, j'ai juste une barre en plein milieu. Donnez-moi une seconde pour la tasser. Voilà. Donc, quelques éléments sur la méthodologie suivie. Donc, on a fait une enquête en deux moments. D'abord, un questionnaire, là, un sondage qu'on a fait auprès des organisations culturelles avec l'aide de la FCCF, la Fédération culturelle canadienne-française. Donc, vous voyez les détails ici. Ce que je dois dire aussi, c'est que c'est une deuxième phase de travail parce qu'on a fait exactement la même enquête aussi au Québec. Donc, en vous présentant les résultats, je vais comparer à un moment ce qui se passe dans la francophonie canadienne avec le Québec. Et ensuite, deuxième phase, donc on a fait une série de discussions, de focus group avec des intervenants des milieux culturels. Notre questionnaire avait trois parties, là. Une partie pour identifier les organisations, qui elles sont, quelle taille, quelle mission, etc. Puis deux sections plus de contenu. Une sur les pratiques actuelles, qu'est-ce que les gens font vraiment avec les données, puis une autre sur leurs opinions, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on devrait faire avec les données, etc. Alors, voilà. Donc, je me lance sur les résultats. Bon, la première chose, évidemment, qu'on a cherché à savoir, c'est la suivante. Quelle importance pour vous accordez-vous aux données? Puis donc, on demandait aux gens, vous voyez, sur une échelle de 0 à 6, là, quelle importance pour vous d'avoir des données sur vos publics? Donc, vous voyez les résultats ici. Le premier graphique, c'est quelle importance les données en général. Puis le deuxième graphique, les données utilisées, recueillies par des moyens numériques. Donc, vous voyez qu'on est généralement en territoire positif. Là, il y a 56% de notre échantillon qui dit que oui, ça a de l'importance pour eux. Vous voyez que finalement, est-ce que ça a de l'importance de recueillir d'aller capter les données numériques? Bien, c'est beaucoup plus mitigé. C'est surtout, en tout cas, beaucoup plus mitigé. Ça, c'est les résultats du sondage au Québec. Donc, vous voyez qu'au Québec, c'était beaucoup plus clair. Là. Finalement, on avait 72% de l'échantillon qui trouvait ça important. Puis même sur les données numériques, la courbe, en tout cas, était beaucoup plus claire. Donc, ça nous indique déjà que peut-être cette culture des données, qui est souvent le terme utilisé par les intervenants, s'implante, ou en tout cas est moins implantée jusqu'à maintenant dans les milieux de la francophonie canadienne. Puis en fait, les discussions qu'on a eues dans le focus group allaient un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gens nous disaient, oui, c'est important d'avoir des données, on trouve ça important, mais on aime bien aussi nos vieilles méthodes, hein. Quelqu'un nous a dit, on aime travailler à la mitaine, c'était son expression. Il y a quelqu'un qui nous a raconté, par exemple, qu'il fait un sondage qu'il fait physiquement là, sortie des salles. Il fait le même sondage depuis 25 ans. Et pour lui, il y a une grande valeur là-dedans parce que finalement,
les données qu'ils recueillent sont les mêmes, sont comparables depuis 25 ans. En même temps, les gens reconnaissent l'importance d'avoir des données solides. Certains nous ont même dit que c'est vital. Puis, entre autres, pour les demandes de subventions. Puis ça, c'est quelque chose qui ressort de manière beaucoup plus claire, en tout cas dans la francophonie canadienne qu'au Québec. L'idée qu'on doit se justifier, hein, puis se justifier avec des chiffres qui vont être solides, qu'on doit justifier notre place comme auprès des subventionneurs. Je ne vous montrerai pas les graphiques, mais il y a aussi à prendre en compte là, la question de la petitesse de ces organisations-là. Hein. Une grande majorité nous disent qu'il manque de ressources en temps, en technique, en expertise, etc. Bon, je vous le disais, une des choses qui étaient importantes pour nous, c'était de mesurer qu'est-ce que font les gens vraiment, parce qu'on a tous cet engouement pour les données, mais que font-ils vraiment? Alors, on a posé toute une série de questions sur ça. Que font-ils vraiment? Première question qu'on posait, vous voyez, sur la source des données. Où trouvez-vous vos données sur vos publics? Bon, là, il y a beaucoup de possibilités, mais je vais vous découper ça en 3 grandes formes. Au début, c'est plutôt des sources qu'on pourrait appeler des sources classiques, c'est-à-dire les données de billetterie, les sondages, etc. Donc, ça serait la première catégorie ici. La deuxième, c'est plutôt les traces numériques, donc les médias sociaux, la fréquentation du site web, infolettres. Et troisième catégorie ici, c'est les nouveaux moyens technologiques, par exemple des bracelets connectés, des bornes interactives, des capteurs de mouvement, des choses beaucoup plus élaborées. Donc, vous voyez qu'effectivement, on peut dire qu'il y a une appropriation des données qui viennent du numérique, mais que les sources classiques restent importantes et qu'à peu près personne a mis en place des moyens technologiques plus développés. Deuxième question qu'on leur posait, quel type d'informations collectez-vous sur vos publics? Même chose, je vais vous découper ça en 3 catégories, ça suit. Les premières, c'est les données personnelles, c'est-à-dire nom, adresse, numéro de téléphone, etc. La deuxième catégorie, c'est plutôt les données sociodémographiques, donc âge, sexe, profession, etc. Et la troisième catégorie, c'est les données comportementales, historiques de fréquentation, etc. Donc, vous voyez qu'au fond, les gens collectent des informations tout à fait de base, hein, le nom, le prénom, l'adresse courriel et l'information la plus collectée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on leur demandait aussi, ça, c'est des informations que vous collectez. Est-ce qu'il y a des informations que vous ne collectez pas, mais que vous aimeriez collecter? Et voici ce que ça donne. Donc, on voit que les données ici numériques sont d'intérêt, les données sociodémographiques. Les gens disent « Ah, on aimerait mieux connaître nos publics là, en termes d'âge, de genre, etc. » Mais ce qui est un peu décevant, c'est cette colonne, par exemple, J, les données comportementales, l'historique de fréquentation des sites, c'est une information très importante si on veut pouvoir coupler avec d'autres comportements, mieux connaître le traçage numérique de nos clients. Donc, voilà. Ensuite, on leur demandait comment vous faites l'analyse, comment vous procédez à l'analyse des données. Voici ce que ça donne. Donc, premier tableau ici, c'est qui fait l'analyse. Donc, vous voyez que généralement, ça reste la direction générale ou la direction des communications. Très peu de gens font ça à l'externe. Et comment? Comment faites-vous ça?
Ben, ça reste aussi très, très simple, hein, le bon vieux fichier Excel et Google Analytics, hein, pour les plus aventureux. Donc, ça mène à un premier constat, disons, qui est, bon, vous le voyez comme moi, hein, que leur utilisation finalement des technologies numériques demeure très, très simple. Mais ce que les focus group nous ont permis de mieux comprendre, c'est l'importance de la relation intime que ces organisations-là entretiennent avec leur public. Plusieurs ont insisté là-dessus. Il y a des gens qui nous disent, par exemple, la programmation devrait être au cœur de la communauté. Si on n'écoute pas la communauté, on perd notre raison d'être. Donc, il y a vraiment cette relation intime que les gens ont. Autre élément intéressant qui vient des focus group, les gens, bon, c'est une rhétorique assez courante, là, mais de dire, bien, ça ne peut pas se réduire à des chiffres. Il faut aussi aller vers le qualitatif. Puis là, les gens nous ont donné tout un ensemble de méthodes par lesquelles, au fond, ils connaissent leur public. Pas juste par ces données-là, mais par des échanges qu'ils ont avec eux, par exemple, ils recueillent les commentaires après les spectacles, ils recueillent les commentaires sur les réseaux sociaux. Une personne nous a dit, c'est très intéressant, moi, je préfère quand les gens sont revenus à la maison puis ont eu le temps de digérer le spectacle. Souvent, ils écrivent des choses plus intéressantes. Vous voyez? D'ailleurs, dans la même perspective, les organisations sont beaucoup plus ouvertes à modifier leur programmation en fonction de ce qu'ils reçoivent. Plus ouvertes qu'au Québec, je veux dire. Donc, les gens disent, hein, nous, on est dans des communautés de petite taille, des communautés qui souvent, certaines en tout cas, changent beaucoup. Donc, il faut avoir ce dialogue-là constant. Puis donc, ils cherchent plusieurs moyens pour avoir ce dialogue-là constant. Un exemple extrême, j'oserais dire, qu'on a rencontré, c'est quelqu'un qui, par exemple, a un magazine là, puis fait écrire les gens du public dans le magazine pour avoir constamment ça. Alors, voilà, ça, c'est un premier portrait des pratiques. Ensuite, je le disais en introduction, il y a plein de possibilités, mais il y a des craintes aussi. Et on a aussi rencontré des craintes à travers la question, par exemple, de la mutualisation des données. Hein. Ça devient à la mode, cette idée-là. C'est pas seulement nous qui ramassons, une organisation qui ramasse des données, mais qu'on pourrait mettre ensemble les données de plusieurs organisations. Et donc, on leur a posé la question qui est devant vous. Si on allait de l'avant avec une idée d'archivage commun des données, qui serait la meilleure organisation pour gérer ça? Et vous voyez que les projets au centre, là, B, C, sont des projets indépendants, au fond, de fiducie de données ou par un organisme indépendant. C'est clairement ces projets-là qui ont la préférence des gens au détriment du gouvernement. Puis ça, c'est intéressant, je pense, parce que au Canada en général, mais je pense particulièrement dans les communautés, on se tourne souvent vers le gouvernement pour trouver des solutions. Puis là, la solution, en tout cas, passe pas par le gouvernement. Monsieur, sur moi, il vous reste 1 minute et demie. Très bien. Oui, donc, et même, donc, les focus group nous ont permis de creuser cette idée-là. Effectivement, il y a une crainte sérieuse à propos des gouvernements. Ce qu'on craint, évidemment, c'est une forme de ce qu'on appelle en anglais le benchmarking, là, quand on établit des étalons de mesure pour comparer les organisations entre elles. Donc, on craint ça, une forme de compétition entre les organisations qui pourraient venir. Et surtout, on craint la surveillance du gouvernement si le gouvernement
est en possession de ces données-là. Même une intervenante qui nous a rappelé très clairement que pour elle, si on revenait avec un gouvernement conservateur au Canada, ça voudrait dire que les organisations seraient beaucoup plus vulnérables. Donc, je conclus en disant que oui, voilà. Je conclus en disant que on voit que effectivement la culture des données se développe tranquillement. On en voit des signes. On est encore loin, sinon on n'est pas du tout même dans le modèle d'affaires à la Facebook, mais il y a des moyens qui se mettent en place. Évidemment, la question qui reste peut-être, c'est la question de la littératie numérique, hein, jusqu'où les gens se sentent à l'aise de travailler avec ces outils-là, se sentent compétents pour travailler à ces outils-là. Parce que si on veut avancer sur des projets de mutualisation, sur des projets de comparabilité, bien, forcément, il va falloir avoir des protocoles standardisés, des façons de communiquer, etc. Mais voilà, la FCCF, en tout cas, y travaille. On verra ce que ça va donner dans les prochaines années. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Nous allons aller maintenant à la troisième présentation finale. Encore, il y a 2 auteurs et une présentatrice dans ce cas. La dernière présentation s'appelle « La visibilité et la découvrabilité des contenus culturels et artistiques en ligne chez les communautés noires et d'ascendance africaine de la francophonie canadienne et du Québec ». Une des auteurs est Destiny Chirwali, qui est professeure au département de communication sociale et publique de l'Université de Québec à Montréal et directeur de l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique Horizon. Il est membre de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement de l'UQAM. Anne Robineau, qui va présenter, est directrice adjointe de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques à l'Université de Moncton. Anne a développé son expertise sur les politiques publiques dans la gestion des enjeux linguistiques et des langues officielles. Anne? Oui, merci. Donc, comme l'a dit Lorraine, Destiny a aussi une autre présentation. Donc, on s'est partagé, les rôles. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter une recherche qu'on a fait au cours des derniers mois et qui est financée par le même programme de la recherche qu'on a présenté avec Sylvain Saint-Onge. C'est un programme de patrimoine canadien qui s'appelle le programme de contribution pour la citoyenneté numérique. Et c'est ça qui nous a permis, en fait, d'amorcer une recherche un peu exploratoire. Le projet portait vraiment sur, on va dire, la diversité culturelle en général, mais aujourd'hui, on va peut-être, enfin, je vais plus vous présenter quelque chose sur, en fait, le groupe, disons, cible est quand même plus dominé par les personnes d'origine africaine ou d'ascendance africaine. Il y avait aussi des gens de d'autres groupes culturels. Donc, je vais vous partager la présentation. Donc, dans ce projet-là, il y avait un clin d'œil à l'ancienne technologie DVD. J'espère que vous appréciez le jeu de mots pour ceux qui savent ce qu'est un DVD. Les questions plutôt de recherche, les hypothèses, les constats de départ, c'est ça qui nous ont, disons, vraiment amenés à aller sur plusieurs pistes. Donc,
La première, c'était d'essayer de comprendre quelles sont les habitudes de consommation culturelle et d'accès à l'information en ligne des communautés ethnoculturelles. Puis là, c'était donc en particulier les communautés canadiennes noires d'ascendance africaine, qui incluent aussi les Antilles et les Caraïbes, puis de personnes qui résident au Québec et en fait dans les autres provinces canadiennes, parce qu'on ne s'est pas limité finalement dans le recrutement des participants. À l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, il y a aussi des gens qui ont participé, qui étaient à Terre-Neuve et Labrador, d'autres en Colombie-Britannique, en Alberta. Donc, c'était très intéressant pour ça. Ensuite, l'autre question de départ, c'était quelles sont les sources d'exposition et de visibilité des œuvres et des contenus des artistes et des talents créatifs canadiens issus de la diversité et de l'immigration dans l'espace médiatique et culturel du Canada. C'est-à-dire que le public canadien, en général, est-ce qu'il accède facilement à ces œuvres et ces contenus? Puis si oui, c'est quoi les moyens que ce public utilise? Et puis, l'autre question, c'était quels sont les biais et les impacts des systèmes algorithmiques de recommandation sur l'accès à la diversité des expressions culturelles et linguistiques minoritaires canadiennes en ligne, ainsi que sur l'accès à de l'information locale et régionale, qui soit exacte et fiable. Mais c'était l'idée, dans le fond, de comprendre comment les algorithmes nous mènent à découvrir et aussi peut-être à monétiser des contenus créatifs issus des communautés culturelles canadiennes. Donc, l'idée, en fait, dans tout cela aussi, c'était d'examiner, en fait, les interactions entre l'offre qui est proposée, donc l'offre de produits culturels en ligne, et les usages, et puis les recommandations culturelles, notamment celles qui nous arrivent par les algorithmes, mais pas exclusivement, là, qui peuvent être du bouche à oreille. Par exemple, je ne sais pas, autour de vous, que ce soit au bureau, dans avec vos amis ou votre cercle familial, des fois, on se fait des recommandations. J'ai vu ça sur Netflix, admettons. Donc, c'est un peu l'idée de savoir comment, en fait, on va aller utiliser, découvrir un certain contenu. Donc, je ne vais pas repasser là-dessus. Là, c'est ce dont je viens de vous parler, sur les interactions entre l'offre, les usages et les recommandations culturelles. Et c'est d'autant plus important d'examiner ces interactions-là qu'on sait, et puis c'est sûrement encore plus fort depuis la pandémie, que la moyenne nationale par semaine de consommation culturelle est quand même assez importante. On parle de 25 heures, mais je pense que si on avait des chiffres récents, ce serait bien au-delà encore. Et ça veut dire, et aussi, il faut, comment je pourrais dire, garder en tête que même s'il y a une offre abondante et diversifiée, ça ne garantit pas qu'on va aller consommer ces contenus-là. Il faut avoir comme un chemin qui va nous mener à découvrir ces contenus. Là, j'ai encore fait la même chose. Je vais faire juste avec les flèches, je m'excuse. Donc, au départ aussi, il y avait évidemment dans toute cette problématique, et ça rejoint peut-être la première présentation de Michel, il y avait une problématique en fait de l'invisibilité des contenus qui sont produits par des minorités, par des groupes racialisés, etc. Donc, évidemment, on est allé chercher à la fois dans la revue de littérature, mais aussi dans ce que Lorraine a appelé la littérature grise aussi, mais aussi dans des rapports qui ont été produits par certains organismes, par exemple comme Diversité artistique Montréal, qui en fait fait un portrait de cette difficulté à mettre en place un processus d'équité culturelle. Là, dans ce rapport, on a des pourcentages sur le manque de représentativité des artistes, par exemple, noirs à l'écran,
je peux en parler de 5% de personnes qui avaient le rôle principal dans le contenu culturel francophone québécois. Donc, c'est vraiment des choses qui sont mises de l'avant dans ce genre de rapport. Et je vais y revenir un peu plus loin dans ma présentation, même si là, on a quelques chiffres aussi. C'est qu'on a mis en fait en relation la proportion de personnes qui appartiennent à ce que Statistique Canada appelle les minorités visibles. Donc, on a mis cette proportion en rapport avec ce que pourrait être cette représentation, par exemple, dans les contenus culturels à l'écran ou sur Internet. Donc, on a aussi, en fait, il y a des ouvrages un peu clés qui ont vraiment, je pourrais dire, mis de l'avant cette invisibilité. Et il y en a un notamment de Jérôme Pruneau, donc il y a quelques citations, et qui en fait conclut que c'est un peu difficile à ce moment-là pour les personnes qui sont d'origine diverse de se sentir inclus dans la société québécoise, et on peut aussi élargir probablement dans la francophonie canadienne si elles ne sont pas représentées dans ces contenus, notamment les plus populaires à la télévision ou ailleurs. Donc là, j'avais une belle présentation, je ne peux pas vous la passer, je pourrais vous envoyer le lien plus tard. C'est une humoriste québécoise qui parle justement avec beaucoup d'humour de ce problème de représentation. On est là, on existe, mais pour autant, on n'est pas présent, on n'est pas engagé en tant qu'artiste professionnel dans vos productions. Dès les années 80, la fin des années 80, vous avez une série d'études, je ne peux pas toutes les expliquer, mais qui commencent à, comment je pourrais dire, à sur le clou de ce problème d'invisibilité, de représentation des communautés ethnoculturelles dans nos communautés francophones. Vous avez régulièrement en fait des recherches, notamment d'organismes qui sont dédiés à l'étude des relations interculturelles qui, disons, documentent ce problème d'invisibilité. Je vais passer parce que j'ai beaucoup de diapos, mais je vais revenir parce qu'il y a des concepts, comme disait Guillaume tout à l'heure, très importants, notamment celui de découvrabilité qui est un peu central à notre étude. Je vais juste m'arrêter brièvement sur sa définition, parce que le lien entre cette invisibilité et la découvrabilité, c'est en fait de savoir comment on peut accéder à ces contenus, même s'ils sont présents, comment on peut savoir qu'ils existent. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, la définition, on peut la voir comme à l'écran, qui est un processus de rencontre entre un contenu culturel et le public dans l'environnement numérique. Il englobe la caractéristique intrinsèque de tout contenu disponible en ligne, facilement repérable ou trouvable par tout utilisateur qui le recherche en effectuant des requêtes par mots-clés ou par caractéristiques. Deuxièmement, il englobe la dimension fortuite de découverte d'un contenu auquel on ne s'attendait pas forcément lors d'une recherche et dont on ne connaissait pas l'existence. Et 3, la recommandation d'un contenu culturel sans requête de l'utilisateur. Et c'est ça qui nous amène aussi à parler de la logique algorithmique. Dans le fond, la logique algorithmique, je pense que c'est ma prochaine diapo, fait en sorte que nos habitudes de consommation, vous l'avez sans doute remarqué, vont nous amener vers le même type de contenu. Donc, comment ça fonctionne? Rapidement, je vais juste
décrire les contenus en bleu. Là, je ne vais pas passer mon temps à décrire techniquement ce qu'est un algorithme, mais comment ça fonctionne, c'est que ça fonctionne en sélectionnant et en hiérarchisant les contenus. Donc, dans cette hiérarchie, il y a déjà des choix. Ça fonctionne en déterminant des tendances. Ça fonctionne en recommandant ce qui est le plus susceptible de plaire au grand nombre. Donc, j'insiste sur le grand nombre parce que, évidemment, quand vous êtes dans un milieu minoritaire, vous êtes forcément désavantagé au départ. Et si vous êtes une minorité à l'intérieur, par exemple, de communautés linguistiques minoritaires, vous êtes peut-être encore plus désavantagé. Et ça fonctionne aussi en prenant en compte des résultats des algorithmes précédents, donc, comme je disais, pour faire de nouvelles prédictions et de nouvelles recommandations. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Donc, avec cette connaissance un peu du portrait de comment ça fonctionne, là, on a voulu aller voir statistiquement où étaient les communautés ethnoculturelles. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de voir est-ce qu'elles sont sous-représentées, à quel point. En fait, on a fait la corrélation, évidemment, c'est pas une corrélation qu'on peut faire directement, mais par exemple, admettons qu'on ait 10% de personnes qui sont noires dans une communauté, ne devrait-on pas avoir 10% de personnes qui sont noires représentées dans les émissions de télévision les plus populaires, admettons. Donc, c'était un peu l'idée de comprendre au moins s'il y avait une certaine équité. Donc, pour ça, on est allé faire un portrait statistique assez je vais dire, pas traditionnel, mais enfin assez classique plutôt. Donc, pour ça, on a fait, bon, évidemment, quand on a fait la recherche, ce qui était accessible, c'était les données du recensement de 2016. Et puis, on a évidemment utilisé la variable de minorité visible. C'est la catégorie qui est utilisée par Statistique Canada pour, disons, justement catégoriser les personnes noires, latinos, arabes, asiatiques, etc. Et bon, cette définition, ça ne comprend pas, par exemple, les personnes autochtones qui ont leur propre catégorie. Et donc, c'est toutes les autres personnes qui ne sont pas de race blanche et qui n'ont pas la peau blanche. On a utilisé aussi des variables comme l'âge, lieu de naissance, revenu, première langue officielle parlée, les langues parlées régulièrement à la maison et les catégories socioprofessionnelles dans le domaine des arts et de la culture. Donc, l'idée, c'était un peu voir quelle était la représentativité de plusieurs minorités visibles dans la francophonie canadienne, de voir si ces personnes, en fait, parlaient le français au moins régulièrement à la maison, ce qui fait en sorte qu'elles avaient peut-être plus de propension à consommer une offre culturelle en français, par exemple. Puis ça, c'est une hypothèse, ça peut être le seul facteur. Et puis, on est allé voir aussi du côté des catégories socio-professionnelles dans le domaine des arts et de la culture, quelle était, par exemple, la représentativité d'artistes noirs, leurs revenus, etc. Anne, il te reste 2 minutes. Merci. Déjà, OK. Bon. Bref, on sait qu'au Canada, les minorités visibles composent un peu plus d'un 5e de la population canadienne et que cette proportion, en fait, dans les communautés francophones, elle est très variable, mais on voit qu'en Colombie-Britannique, Ontario, Alberta, Manitoba est quand même assez importante, un peu moins dans l'Atlantique, mais si on regarde, je vais passer vite. En fait, par exemple, en Atlantique, il y a moins de minorités visibles, mais celle qui est la plus importante, c'est la minorité noire. Je vais passer là-dessus. Aussi, dans la comparaison entre les professions, voyons les données, par exemple, de revenus, c'est un peu sans surprise quand on s'est aperçu que les revenus moyens de certains professionnels
de la culture pouvait être moins important quand tu faisais partie d'une minorité visible. Et on est aussi, on a fait des portraits en fait d'acteurs et d'actrices de la découvrabilité, puis je vais terminer là-dessus pour comprendre en fait, parce que Guillaume a parlé de certains organismes culturels qu'il ne les a pas mentionnés, mais on est allé voir un peu qu'est-ce qui se faisait du côté des communautés ethnoculturelles, puis ça rejoint peut-être des exemples de Michel aussi. On a fait donc des entrevues avec ces personnes pour comprendre comment, en fait, elles mettaient en place tout un écosystème numérique pour faire découvrir des artistes de leur communauté. Donc, il y avait donc un salon du livre, un festival à Terre-Neuve et Labrador, de la danse. J'ai aussi interrogé quelqu'un en art visuel en Colombie-Britannique qui aussi devient un peu ambassadeur quelque part de la communauté francophone dans sa province auprès de la communauté artistique, mais de la communauté francophone en général. Et donc, tout ça, on a fait déjà quelques observations, évidemment, qu'en faisant cette recherche, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de festivals ou d'initiatives qui sont nées dans les 5 dernières années. Et c'est vraiment comme quasiment parallèle au réseau qu'on connaît culturel de la francophonie canadienne. C'est un peu du par et pour les communautés culturelles. Et puis, elle participe justement à toutes ces initiatives à découvrir ces œuvres et ces artistes parce qu'il y a des profils d'artistes qui sont créés, des recommandations sur les réseaux sociaux, etc. Cependant, on observe aussi qu'il y a besoin de formation, de réseautage, que les institutions, notamment scolaires, les bibliothèques, les musées, ont un rôle très important à jouer dans cette découvrabilité. Et puis, ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est toute la participation à l'élaboration d'un patrimoine culturel afro-canadien. Donc, une appropriation culturelle d'un patrimoine qui est spécifique au Canada et aux communautés francophones. Puis, évidemment, toute la question de la sensibilisation et de l'éducation du public canadien par rapport à la diversité des cultures et de ce patrimoine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Alors, c'est la période de questions maintenant. Nous en avons une déjà dans le chat et j'invite aux personnes dans l'auditoire d'écrire leurs questions dans le chat ou si vous voulez d'indiquer que vous voulez parler à haute voix. Mais pour l'instant, nous avons une question de Michel Bourque. À Michel. Michel, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Désolée si c'est long. 2 questions. Sait-on si la participation de personnes racialisées dans l'organisation et la programmation des festivals peut contribuer à l'élimination de certains enjeux que vous avez soulevés? Et deuxièmement, le financement public peut-il influencer les organisateurs à orienter la programmation de leur festival dans des directions qui pourraient contribuer à l'amplification de certains enjeux que vous avez soulevés? Michel? Oui, OK. Donc, je vais commencer par répondre à la deuxième question en premier. Vraiment, mon étude, je l'ai envisagée d'une façon qui informe les pratiques des festivals. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une gestion responsable des festivals. Ce que je n'ai pas fait dans mon étude, c'est regarder les politiques. Puis ça pourrait se faire au niveau des personnes qui offrent du financement, aussi les politiques des festivals eux-mêmes, puis même peut-être les politiques des associations professionnelles de la musique. Ça serait peut-être une prochaine étape, puis je pense que ça l'informerait beaucoup ta question.
Mais ce que j'ai trouvé, c'est certains exemples dans certains festivals, pas ceux que j'ai regardés, mais dans ma recherche, de pratiques, de peut-être qu'on pourrait dire best practice, de créer des forums, des ateliers et même des stratégies qui sont dans les politiques, des nouvelles politiques, qui fonctionnaient très bien. Puis qui reconnaissaient la problématique de white supremacy, qui reconnaissaient les mouvements Black Lives Matter, par exemple. Puis je pense que ça pourrait servir de modèle pour les festivals. Je sais que je ne réponds pas vraiment à ta question, là. Mais à y penser pendant que j'y pensais, je pense qu'il pourrait aussi y avoir des directives gouvernementales ou ce que j'appelle des directives, des guidelines pour les programmes qui offrent de l'argent, qui demanderaient peut-être une composante antiracisme ou peut-être qui pourraient offrir des programmes d'appui pour ces interventions-là, puis pour développer des politiques qui fonctionnent bien ou des pratiques qui appuient bien les communautés. Donc, je ne sais pas si ça répond à cette question-là. Par rapport à la représentation, je pense que c'est clair que si les personnes qui représentent des communautés marginalisées, comme les communautés noires, par exemple, il va y avoir plus de représentation au niveau de la production culturelle. Mais par contre, mon étude, ce n'est pas une étude quantitative. Donc, je pense que si on faisait peut-être une étude comparative pour voir c'est quoi l'impact vraiment d'avoir plus de représentation, on pourrait peut-être répondre à cette question-là. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais j'ai essayé. L'autre Michel a écrit merci, alors je crois que oui. Je ne vois pas pour l'instant d'autres questions dans le chat, mais est-ce qu'il y a... Moi, j'en ai une, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui en... Il y a Satya. OK, Satya, allez-y. Oui, je voulais simplement un petit peu rebondir sur la présentation de Guillaume Sirois. Ça m'a particulièrement intéressé parce que je suis le président du théâtre francophone ici à Edmonton. Donc, ce qu'il disait, finalement, illustrait pas mal des choses que moi, j'avais observées, en fait, pour ce qui est des données. C'est vrai qu'ils ont différentes motivations derrière la collecte de données. Par exemple, je sais que nous, en fait, on rend des comptes au Conseil des arts, donc on nous force, en tout cas, on nous encourage nous oblige en fait à entrer des données en fait dans le CADAC, qui est le Canadian Arts Data ou quelque chose comme ça en fait, donc données statistiques sur différents paramètres. Donc ça c'était un point, mais c'est vrai qu'en général notre pratique finalement elle n'est pas très orientée vers la collecte de données. On collecte très peu de données et justement je me posais la question suite à ce que disait Guillaume, et peut-être c'est parce qu'en fait on prend un petit peu notre public pour acquis. On pense qu'on le connaît, en fait, ce public. Hein, c'est un public francophone, après tout, qui nous ressemble, qu'on sert depuis pas mal de temps. Donc, et c'est vrai que c'est de moins en moins vrai, en fait. Ce public, il a évolué, notamment dans les communautés francophones en contexte minoritaire, comme chez nous, par exemple. C'est un public qui est de plus en plus, disons, africain, européen. Donc, ce public se transforme. Donc, c'est vrai que ça va peut-être donner lieu à un changement d'attitude ou de pratique vis-à-vis de la collecte des données, en fait. Mais voilà, simplement dire que peut-être le faible, disons, comment dire, le manque de pratique, le peu de pratique, en fait, de collecte est lié à une sorte de présupposé, mais qui change, en fait, qui va changer avec le temps. Et aussi, en fait, je pense que nos employés en communication n'ont pas forcément non plus la maîtrise disons, de l'analyse de données. En fait, souvent, ils ne sont pas formés, ils ne voient pas vraiment l'intérêt de la chose. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça fait en sorte que voilà, on n'est pas capable, même si on a envie en fait de le faire. C'est vrai que moi, je pousse souvent à la collecte. En tant que chercheur, c'est vrai que je sais à quel point ça peut être utile, mais en pratique, c'est vrai que les employés ne sont pas vraiment portés vers ce genre de choses et en plus n'ont pas les outils pour comprendre un petit peu voilà, les résultats des collectes. Juste un témoignage, en fait, c'était ça mon intervention. Merci, c'est très, très utile, très riche pour moi.
effectivement, je pense que ça fait écho à ce qu'on a vu. On vient de terminer un rapport là, beaucoup plus complet qui normalement devrait être diffusé dans les prochaines semaines. Donc, vous pourrez en savoir plus à ce moment-là. Alors, j'ai une question, je peux le poser à Anne, mais j'aimerais bien avoir les réactions peut-être de Guillaume et Michel aussi. Ça me frappe en vous écoutant. Il y a une expression en anglais qui veut dire going rogue, ça veut dire aller d'une manière contre-courant. Et Michel, quand vous avez parlé de la manière que les artistes francophones utilisent leur stratégie, il me semble que c'est comme aller un peu à contre-courant ou utiliser l'Internet pour arriver à leur propre fin en utilisant, par exemple, les stratégies de code switching, par exemple. Et Guillaume, vous avez parlé j'ai bien aimé cette expression, un usage instinctif de l'Internet qui va un peu à contre-courant du modèle d'affaires. Et Anne, tu parles de comment dans un sens, aller au-delà des algorithmes ou changer la donne pour que les algorithmes marchent mieux pour soutenir les artistes, si je comprends bien. Alors, est-ce que j'ai bien compris que les communautés CLOSM, ou surtout les francophones, cherchent à changer l'Internet un peu pour c'est-à-dire de rejeter d'une manière ou d'une autre le modèle très corporatif de l'Internet pour servir aux besoins des minorités. Et si oui, si vous pouvez parler de ça. Merci. Oui, effectivement, moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup intéressé. Effectivement, une utilisation très personnelle à certains moments des moyens technologiques, puis j'oserais dire une forme de bricolage, là, mais dans un sens, dans le bon sens du terme, là, c'est-à-dire les gens s'y mettent, s'y collent. Puis finalement, adapte, il trouve quelque chose, adapte les choses. Donc, il y a une dame qui nous racontait, entre autres, là, comment finalement, ça devient une source de données pour elle très importante. Mais les données, c'est pas les données fournies par Google Analytics, c'est ce qu'elle lit sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'elle... et donc, en ce sens-là, oui, je pense qu'il y a une réappropriation aussi de ces moyens-là. Mais justement, j'allais dire, Michel, les stratégies que vous aviez décrites, qu'utilisaient les artistes, c'est comme une autre forme d'art finalement. C'est comme une deuxième lieu d'art, en tout cas. Je vous écoute. Oui, je peux peut-être faire un commentaire là-dessus. Ben, je pense qu'en général, l'Internet représente les mêmes hiérarchies puis les mêmes limites qu'il y a dans la société. Donc, quand on utilise, ben, mon étude, c'était aussi sur la scène, mais surtout les stratégies qui sont utilisées en ligne, c'est comme des négociations de frontières dans un sens, des catégorisations qui marginalisent le monde. Donc, c'est comme une façon de contrer ces choses-là sans le faire. C'est pas nécessairement des stratégies officielles, mais ça crée une zone où la personne peut être elle-même, dans un sens. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais comme c'est un contre-courant, c'est comme des counter-narratives, c'est une façon vraiment de contrer le mainstream, le courant dominant. Puis, c'est nécessaire pour faire un espace pour une personne qui est marginalisée. Donc, c'est du travail qui se fait de façon informelle, justement parce que peut-être les festivals, puis l'Internet, puis ils ne sont pas structurés d'une façon qui permet les identités d'exister, peut-être, je ne sais pas, exister ou comme d'avoir leur place, de réclamer une place. Donc, c'est comme une façon de réclamer la place. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais Oui, mais c'est comme l'Internet devient une ressource qu'utilisent les minorités pour une ressource inattendue, disons, parce que c'est tellement corporatif pour mettre en avant la culture, peu importe le système qui va contre ça. Mais Anne, peut-être tu as quelque chose à ajouter.
dans le sens de Michel et Guillaume aussi, c'est que c'est sûr que, en tout cas dans les entrevues, il y avait cette idée de négocier des identités, mais de jouer sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, la catégorie « je ne suis pas musique du monde » n'est pas vraiment appréciée, elle est tellement restrictive, mais elle est utilisée si un gros festival l'impose quelque part. Mais à côté de ça, les personnes vont créer leur propre univers ou avec certains outils, que ce soit des pages Facebook ou des profils sur Spotify ou d'autres grands diffuseurs. Puis là, ça va être un peu plus, comment je pourrais dire, précis. Ils vont rejoindre à la fois des gens, parfois de leur communauté culturelle, mais surtout d'autres artistes qui partagent leur esthétique, là, leur genre de musical, admettons. Mais là, ça va être des connaisseurs, on va dire. Donc, c'est toute on va dire, cette juxtaposition d'identités qui sont pas exclusivement ethno-culturelles, mais qui sont aussi des identités artistiques. Donc, tout ça s'entremêle. Puis, l'industrie culturelle, au Canada, mais un peu partout, de toute façon, elle reproduit des inégalités, elle reproduit de la discrimination, si on peut dire. Donc, les outils numériques peuvent aussi participer à cette reproduction d'inégalités, puisque, je pourrais dire, ceux qui produisent ces instruments-là pour faire valoir, admettons, un festival métier culturel, vont créer des catégories spécifiques dans lesquelles les gens ne se retrouvent pas forcément. Donc, il y a comme disait Michel, il y a plusieurs niveaux, une sorte de négociation un peu. Mais la beauté de ça, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de voir que les gens s'approprient vraiment ces outils-là. Puis, dans des initiatives que j'ai vues, il y en a beaucoup qui sont nées vraiment dans les 3-4 dernières années. Et là, ça les met en fait sur la carte numérique, si on peut dire. Donc, c'est l'occasion, je pense, de connaître un peu mieux ce que proposent justement ces communautés ou ces artistes issus des communautés culturelles. Merci. Il nous reste 2 minutes. Y a-t-il quelqu'un qui a un dernier mot à dire, quelque chose qu'ils n'ont pas eu le temps de dire lors de leur présentation? Robert Talbot a écrit « Intéressant, le commentaire d'Anne, ça soulève la question plus large. Comment connecter avec le grand public? » On en rediscutera. Oui, normalement, ça aurait été lors d'un cocktail après, après l'événement. Mais ce que je trouve très rassurant, c'est de voir que les artistes demeurent les artistes, puis peu importe le matériel, même si c'est l'Internet, et les administrateurs de l'art, ils arrivent à utiliser l'Internet pour arriver à leur fin d'une manière ou une autre, même si l'Internet semble à reproduire les structures difficiles qu'ils vivent. Alors, sur ce point, je veux remercier beaucoup les présentateurs et les personnes qui nous ont accompagnés cet après-midi. Il est presque 17 heures et on va vous voir demain. Merci beaucoup et bonne soirée.